Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Nous accueillons sur ce plateau Ismaël Moudour, qui est professionnel juriste à la direction des affaires juridiques à la commission de l'UEMOA. Bonjour Ismaël. Bonjour, cher Sébastien. Alors, avec Ismaël, nous allons parler du guide de légistique de la commission de l'UEMOA. Alors, le guide de légistique est ce document qui a été adopté par la commission de l'UEMOA à l'issue d'un processus participatif. Pour nous et pour nos téléspectateurs, pour tous les non-initiés, qu'est-ce qu'il faut entendre par guide de légistique? Bien, la légistique, ce sont l'ensemble des règles, des méthodes, des principes, des bonnes pratiques, on va dire, des bonnes pratiques, qui concourent à la rédaction, à l'élaboration d'actes réglementaires ou législatifs. Au niveau des États, vous avez un certain nombre d'entre eux qui disposent d'un guide de légistique. Et nous avons jugé, au niveau de la Commission, compte tenu du fait que l'une de nos actions consiste à légiférer pour les États membres, et au-delà donc pour l'ensemble de la population de l'Union, il nous est apparu nécessaire de disposer d'un tel outil qui n'existait pas. Et donc ce cadre de référence, cet ouvrage de référence qu'est le guide de légistique, se propose d'accompagner les cadres de la Commission qui initient, qui élaborent les projets d'actes normatifs. Ce guide se propose de les accompagner en déclinant, en mettant en exergue un certain nombre de méthodes, de principes, de règles qu'il faut strictement observer. Et je voudrais dire, pour conclure à ce niveau, c'est que c'est un guide, vous l'avez dit, qui est le fruit d'un processus participatif qui a conduit à ce que les points focaux des départements, de tous les départements de la Commission, soient pleinement associés à ce guide de légistique, à sa rédaction. Et beaucoup de passages de ce guide de légistique sont le fruit des contributions de tous ces cadres-là. Donc c'est le lieu de les en remercier. Et remercier également nos partenaires de l'Union européenne, mais au niveau de la Commission, le PIRC et le PARCI, qui nous ont accompagnés pour aboutir à ce document-là aujourd'hui. Qui sont deux programmes financés par l'Union européenne pour le renforcement des capacités institutionnelles. Exactement. Alors, vous en parlez il y a un instant, le traité de l'UEMOA confère à la Commission un rôle très important, celui de proposition des actes normatifs à soumettre à l'adoption des organes de direction de l'Union, notamment le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Alors, à cet effet, c'est la commission de l'UEMOA qui initie tout projet d'acte prévu par le traité adopté en 1994 à Dakar lors de la création de l'Union. Dans le cadre de l'exercice de cette mission au niveau de la commission, quel changement attendez-vous aujourd'hui avec l'avènement du guide de légistique? Bien, sur ce point, comme vous l'avez dit, c'est nécessaire d'insister là-dessus. Quels que soient les actes, les protocoles additionnels, les actes additionnels, les règlements, les directives, les règlements d'exécution, etc., qui, pour chacun d'entre eux, relèvent d'un organe spécifique, c'est toujours la Commission qui initie l'élaboration de ces textes-là. Donc ce sont nos cadres, nos collègues qui sont chargés de les élaborer, de les rédiger et de soumettre ces actes-là à l'adoption des organes dont ils relèvent. Voilà, exactement. Et ce que je veux dire, pour répondre maintenant très précisément à votre question, si vous vous référez à la définition de la légistique que je vous donnais tout à l'heure, je disais que la légistique, ce sont d'abord et avant tout les règles de rédaction. Mais vous verrez que dans ce guide, nous avons jugé utile d'élargir le spectre de la légistique. Et donc c'est pour cela que vous verrez que nous avons consacré dans une partie 1 des développements relatifs à tous les acteurs qui doivent être associés à l'activité normative. Parce que nous nous sommes rendus compte que pour certains textes, pour certains projets de texte, il y a ici ou là un certain nombre d'acteurs clés. Parfois ce sont des départements, mais parfois ça peut être les organes de contrôle juridictionnel, parfois ça peut être les institutions spécialisées autonomes.
parfois ça peut être des acteurs au niveau des États membres, nous nous sommes rendus compte qu'il arrivait de temps en temps que certains acteurs ne soient pas pleinement associés à l'élaboration de ce texte-là. Donc il nous est apparu utile de consacrer une partie 1 sur ces acteurs-là. Donc ça, on n'est pas typiquement dans le cadre de la légistique, mais ce sont des dispositions à prendre en amont de la rédaction de l'acte normatif. Et deuxième chose, non moins importante, nous avons aussi fait figurer dans le guide une partie 2 relative à ce que nous appelons la phase exploratoire. Là encore, nous nous situons en amont de l'activité normative. Il s'agit ici de se poser un certain nombre de questions, des questions qui sont fondamentales avant d'entamer l'élaboration de l'acte normatif. Et pour vous donner quelques exemples, par exemple, il nous est apparu utile d'insister sur le fait que ceux qui initient les projets de texte se doivent de circonscrire de manière très précise l'objectif qu'ils espèrent atteindre en adoptant ce texte. Souvent, vous savez, on peut vouloir légiférer entre guillemets pour légiférer. Mais il est nécessaire, il est impératif de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a véritablement un problème. Et deuxièmement, ça aussi c'est important, c'est nécessaire de se poser la question de savoir est-ce que c'est un acte nécessairement contraignant qui peut permettre de résoudre cette difficulté. Parfois, par le biais d'un acte qui n'est pas contraignant, l'exemple type c'est la recommandation, ou bien des incitations qui sont faites à l'égard des États, vous pouvez atteindre l'objectif que vous escomptez par l'adoption d'un acte normatif contraignant. Donc il est nécessaire de se poser cette question-là. Et dernier élément, pour ne pas être trop long, sur cette phase exploratoire, nous avons insisté sur un principe qui est pour moi cardinal dans l'action de l'Union, c'est ce qu'on appelle en droit le principe de subsidiarité. Vous le savez, l'Union et les États partagent un certain nombre de compétences. Il y a des compétences qui sont exclusives, c'est-à-dire des compétences qui n'appartiennent ou aux États ou à l'Union, mais vous avez des compétences partagées, et ce sont les plus nombreuses. Et dans ce cadre-là, il est nécessaire que l'Union, avant de légiférer, se demande est-ce qu'elle est l'entité la plus à même d'atteindre l'objectif que nous proposons d'atteindre. Parfois, quand vous faites cette analyse, vous vous rendez compte que une législation au niveau des États est plus pertinente. Et donc, ce principe de subsidiarité, nous avons insisté là-dessus pour qu'à chaque fois, nous puissions nous poser les bonnes questions avant d'entamer ce processus législatif, ce processus réglementaire. Donc, voilà un certain nombre d'aspects sur lesquels nous avons insisté, qui, vous voyez, ne sont pas purement du registre de la légistique, mais qui, pour nous, sont des aspects importants et sur lesquels il faut mettre l'accent. C'est pour ça que nous espérons qu'avec ce guide de légistique, comme nous avons décidé, comme je l'ai dit, d'élargir le spectre, un certain nombre de réflexes vont être suivis par nos collègues dans le cadre des réflexes qui sont appelés à devenir maintenant une habitude. Exactement. Une habitude. Exactement. Alors, le guide est aujourd'hui, il est édité, il est même disponible sur le site web de l'UEMOA. À qui est-il destiné concrètement ce guide? Eh bien, ce guide, comme je le disais, il a pour objectif de venir combler un vide au niveau de l'Union, au niveau de la Commission, où il n'existe pas d'outils de référence pour l'élaboration des textes réglementaires. Et donc, ce guide est principalement destiné au cadre de la Commission. C'est vraiment notre cible principale. Maintenant, quand je dis les cadres, bien sûr, les cadres, les directeurs de cabinet. Et donc, c'est le lieu de saluer aussi l'engagement des directeurs de cabinet que nous avons déjà eu l'occasion... oui, je rappelle que vous avez eu à les rencontrer aussi bien les directeurs de cabinet que les directeurs des services de la Commission pour vulgariser le guide qui est disponible. Donc, tous ces acteurs majeurs dans le processus normatif au niveau de l'Union sont les principaux destinataires de ce guide. Maintenant, à travers les différents échanges que nous avons eus en amont, c'est-à-dire avant l'adoption du guide, mais aussi après, il est apparu l'idée selon laquelle ce guide devait aussi
être vulgarisé au niveau des États membres. Mais je dois dire que sur cet aspect-là, la direction des affaires juridiques poursuit les réflexions et en temps utile, nous formulerons les propositions idoines à l'autorité pour que nous puissions décider si oui ou non il faut aller vers la vulgarisation de ce guide auprès des États membres. Alors, vous avez présenté tout à l'heure les différentes parties de ce guide. Le guide est à environ 120 pages. Il y a également 2 annexes. Que pouvez-vous nous dire du contenu des annexes? Bien, les annexes, ce que je peux dire, c'est qu'elles sont véritablement le résultat du processus participatif. Parce qu'il est apparu, lorsque nous avions les échanges avec les différents départements, les points focaux que j'ai nommés tout à l'heure, que compte tenu du caractère assez dense et assez volumineux, relativement volumineux du guide de légistique, il était pertinent d'élaborer des fiches synthétiques qui viendraient un peu résumer les différentes parties du guide. Sauf que nous sommes allés même au-delà, parce que nous avons, par exemple, consacré une fiche sur le processus décisionnel, c'est-à-dire les différentes étapes que doivent suivre un acte donné jusqu'à son adoption. Vous savez, souvent il y a quelques débats, quelques controverses par rapport au cheminement de tel ou tel acte. Est-ce qu'il doit passer devant telle instance? Doit-il repasser devant cette instance? Ou est-ce qu'il doit poursuivre son chemin jusqu'à son adoption, etc. Donc, nous avons fait une fiche spécifiquement dédiée à cela. Certes, nous évoquons cet aspect dans le guide de légistique, mais là, je dois dire que c'est de manière beaucoup plus exhaustive. Nous essayons vraiment d'apporter tous les éléments de réponse au cadre sur ce processus décisionnel-là. Nous avons également élaboré une fiche qui fait l'état du régime juridique de chaque acte, c'est-à-dire son objet et sa portée. Donc, pour que les choses soient extrêmement claires. Il y a aussi une fiche non moins importante et qui a beaucoup intéressé les cadres lors des 2 ateliers de vulgarisation. C'est la fiche relative au choix de l'acte normatif. Vous vous retrouvez en face d'une problématique donnée et vous vous posez la question de savoir, parce que le traité est muet sur cet aspect-là, vous vous posez la question de savoir, mais quel est l'acte le mieux à même de vous permettre d'atteindre vos objectifs? Est-ce un règlement? Est-ce une directive? Est-ce un règlement d'exécution? Est-ce une décision, etc. Donc, nous avons, dans cette fiche-là, mis en exergue les clés, n'est-ce pas, qui permettent à chacun des cadres de se faire son opinion et de pouvoir entamer véritablement le processus normatif. Donc voilà. Et maintenant, je terminerai par là. Il y a une 2e annexe où là, nous avons pour chaque type d'acte, règlement, directive, décision, en fonction de qui elle relève, commission, conseil des ministres, même la décision du président de la commission, nous avons élaboré des modèles types. C'est-à-dire que typiquement, vous avez fini votre réflexion, vous savez par exemple que vous devez vous diriger vers l'adoption d'un règlement. Le type d'acte que voilà, donc vous prenez un règlement dans cette annexe 2, vous prenez le modèle du règlement et maintenant vous remplissez au fur et à mesure des dispositions que vous jugez utiles d'insérer dans cet acte-là. Donc c'est vraiment un travail qui permet de faciliter, je crois, le travail à l'utilisateur. Donc le guide est vraiment un important outil de travail. Exactement. Alors, pour un mot de fin, quelle recommandation, quel est votre message à l'endroit des utilisateurs de ce guide? Bien, mon message, vous savez, souvent, vous le savez très bien, on reproche au cadre de la commission de ne pas suffisamment utiliser les instruments que nous concevons à grands frais, c'est le cas de le dire. Et donc, ma recommandation serait de faire en sorte de pousser, d'appeler nos collègues à véritablement faire de ce guide de légistique un instrument de tous les jours, un instrument dont ils vont s'approprier le contenu pour garantir vraiment que les textes de la commission soient d'une qualité vraiment supérieure. Et aussi, je voudrais les appeler à ce que de ne pas tomber dans la facilité de se dire
comme il y a des annexes qui peu ou prou résument, n'est-ce pas, le contenu du guide, de ne pas uniquement s'arc-bouter sur le recours aux annexes, mais d'essayer, tant que faire se peut, de rentrer dans le guide, c'est le cas de le dire, pour essayer de voir toutes les nuances qu'il y a autour de telle ou telle notion. Parce que souvent, les annexes, comme son nom l'indique, elles sont là pour synthétiser, mais la substance même de la notion est davantage développée dans le corps du guide. Donc c'est véritablement un appel que je leur lance à ce sujet-là. Et je pense que l'appel est entendu. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent arrivée à sa fin. Nous vous remercions de votre fidélité. Je rappelle que nous recevions Ismaël Moudour, qui est professionnel juriste à la direction des affaires juridiques de la commission de l'UEMOA. Merci Ismaël d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.